Yep. Can I now welcome everybody to the start of the next session? Soyez tous les bienvenus. Je suis le modérateur. Je suis le speaker de la Chambre des communes britanniques. Je suis Lindsay. Donc, nous allons commencer la troisième session, le financement des politiques mondiales pour le climat. Je donne la parole à Mme Laurence Meyer-Meignery, présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale française. À vous la parole, madame. OK, thank you. Monsieur le Speaker de la Chambre des communes, Mesdames et Messieurs les Présidents, mes chers collègues parlementaires, c'est pour moi évidemment un grand honneur d'introduire notre séance de cet après-midi. Mais avant de m'exprimer sur notre thème de travail sur le financement des politiques mondiales pour le climat, je tiens à remercier au nom de la délégation française, le Parlement italien et l'Union internationale parlementaire d'avoir pris l'initiative de nous réunir à Rome pour préparer la COP 26. La lutte contre le réchauffement climatique est incontestablement le grand enjeu de notre temps. Notre présence aujourd'hui confirme la force d'une conscience mondiale autour du climat. Nos concitoyens subissent déjà les conséquences climatiques de catastrophes. De nombreux intervenants l'ont souligné hier, en Asie, dans les petits États insulaires, en Europe, sur les continents africains et américains, en Océanie. Personne n'est malheureusement épargné et au premier rang, les communautés vulnérables et les populations autochtones. La crise climatique concerne l'ensemble de la planète et pour certains, c'est une question de survie, tout simplement. Nous avons la responsabilité, en tant que législateurs, de trouver les solutions maintenant. Et la première des solutions est d'appliquer l'accord de Paris qui fixe des objectifs et propose une méthode. Nous le savons, la crise climatique exige des investissements lourds. Des mécanismes financiers ont été mis en place par la conférence de Copenhague de 2009, puis par l'accord de Paris en 2015. La question que nous devons nous poser est simple. Où en est-on avec ces financements? Sommes-nous au rendez-vous? L'accord de Paris a, vous le savez, consacré une grande avancée politique en affirmant que les pays développés doivent prendre l'initiative d'apporter une aide financière climatique aux pays moins bien dotés financièrement. La première question à se poser, c'est évidemment le montant total du besoin de financement, et il est immense. Pour respecter les objectifs de l'accord de Paris, la Banque mondiale l'a évalué entre 81 000 et 90 000 milliards de dollars pour la période 2015-2030, soit un minimum de 5 400 milliards de dollars par an. Alors le constat est très simple. Le besoin mondial dépasse largement le montant des contributions publiques fixées par l'accord de Paris. Et, deuxièmement, le financement des politiques mondiales pour le climat nécessite non seulement des contributions financières publiques, mais aussi l'orientation, et c'est très important, l'orientation des flux financiers privés vers les objectifs climatiques. Dès lors, comment honorer nos engagements, ceux que nous devons aux plus vulnérables, comme ceux que nous devons aux générations futures? Nous disposons pour cela de deux principaux mécanismes financiers. Le premier est un engagement des pays développés pour mobiliser 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 en faveur de l'atténuation du réchauffement climatique et de l'adaptation des pays en développement. Selon un rapport de l'OCDE publié en septembre dernier, ces financements ont atteint 79,6 milliards de dollars en 2019. Il est ainsi aisé de constater que les pays développés n'ont pas tenu leurs engagements. Ils en sont d'ailleurs conscients. Les pays en développement font, pour leur part, de ce sujet une question de confiance mutuelle. À l'évidence, ce sujet constituera un enjeu absolument essentiel de la COP26 à Glasgow. Le deuxième mécanisme est le Fonds vert pour le climat et qui concilie deux approches du problème climatique. Le premier, c'est pour un pays en développement, il s'agit d'obtenir la garantie que les contributions climat des pays développés s'additionnent aux flux déjà existants de l'aide au développement. Il rappelle que la question climatique est historiquement de la responsabilité des pays développés.
Ensuite, les pays développés ont pour leur part un intérêt à impliquer les pays en développement dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Pour tenir les objectifs, il est en effet crucial qu'ils ne fondent pas leur développement sur les seules énergies fossiles. La mobilisation initiale du Fonds vert était de 10,3 milliards de dollars. Il a été reconstitué pour la première fois en octobre 2019 avec des engagements d'un montant de 9,7 milliards de dollars provenant de 27 pays. Plusieurs d'entre eux ont promis de doubler leur contribution, parmi lesquels le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Norvège et la France, l'Allemagne également et le Royaume-Uni. Plusieurs pays d'entre eux ont promis donc de doubler et la nouvelle administration américaine a également promis 1,2 milliard de dollars supplémentaires, signifiant ainsi le réengagement des États-Unis très attendu dans la lutte contre le changement climatique. Tels sont les mécanismes de financement prévus par les accords successifs sur le climat. Vous aurez remarqué, mes chers collègues, que quelle que soit leur importance et quel que soit l'impact des actions déjà réalisées, ils sont loin, très loin de répondre aux besoins évalués par la Banque mondiale de plusieurs milliers de milliards de dollars. Alors, au regard des besoins considérables d'investissement, au regard aussi de l'inquiétude que suscite l'accélération plus rapide que prévue du dérèglement climatique, c'est donc bien l'ensemble des flux financiers que nous devons rendre compatibles avec les objectifs climatiques. Alors, comment aligner ces flux financiers sur l'accord de Paris ? Cet objectif est très ambitieux en pratique. Il implique que les financements s'orientent vers les activités à bas carbone et délaissent les secteurs émettant le plus de gaz à effet de serre. C'est un enjeu mondial, évidemment. Je me limiterai dans mon propos à citer principalement les actions menées au niveau européen. Et concrètement, il s'agit de mettre en place des politiques publiques portant sur la tarification carbone, la finance durable ou encore l'émission d'obligations souveraines vertes. Il s'agit aussi de consacrer une part notable, plus de 30% de nos plans de relance à des investissements en faveur de la transition écologique ou encore d'élaborer des budgets verts pour évaluer les incidences climatiques et environnementales de la dépense publique, ce que la France a réalisé pour son budget de 2021. Et de leur côté, les institutions financières amorcent aussi une mutation importante. La Banque européenne d'investissement a ainsi mis en place en novembre 2020, c'est-à-dire il y a un an, une feuille de route pour devenir une banque du climat, en fléchant ses investissements et ses financements sur les politiques climatiques. La Banque centrale européenne a pour sa part présenté un plan d'action pour inscrire les questions liées au changement climatique dans sa stratégie de politique monétaire pour modifier le comportement du secteur financier. D'autres initiatives ont vu le jour, comme les propositions de la Commission européenne pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030 par rapport à 1990. Citons également la plateforme internationale sur la finance durable lancée par l'Union européenne ou encore l'engagement du G7 de renoncer à la fin de 2021 à tout nouvel investissement international dans le charbon, objectif certes difficile à atteindre. Aujourd'hui, la finance verte n'est encore qu'émergente. Pour rappel, en 2019, les investissements dans l'énergie se dirigeaient à hauteur de 8,5% vers le charbon, 62,5% vers le gaz et le pétrole et 19,6% vers les énergies renouvelables. Il reste donc évidemment du chemin à parcourir. L'harmonisation des techniques de reporting et une taxonomie commune à l'ensemble de la communauté internationale sont à cet égard des enjeux importants. Alors, la COP26 qui s'ouvre le mois prochain à Glasgow sera indiscutablement une étape très importante pour rassurer les pays en développement sur l'engagement des pays développés de mobiliser 100 milliards de dollars et engager des discussions sur les financements postérieurs à 2025. Il faudra aussi échanger sur la mobilisation des acteurs non étatiques. Bref, l'enjeu, vous l'aurez compris, ce sera de tenir nos engagements. Mesdames et Messieurs les Présidents, mes chers collègues, il est évidemment difficile de faire évoluer nos économies et nos sociétés. Et comme le rappelait Jean Monnet, l'un des pères fondateurs de l'Europe, les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise. Nous vivons désormais au temps de cette crise. Il nous revient donc de convaincre nos concitoyens, mais aussi de les écouter, car ils sont souvent porteurs d'idées intéressantes, notamment à l'échelle locale. Et comme je l'ai dit au début de mon propos, ma grande inquiétude
et l'accélération de la dégradation du climat, allons-nous assez vite dans nos politiques de transition écologique? C'est une interrogation que je souhaite partager avec vous en vous remerciant pour votre attention. Je donne maintenant la parole à Madame Vera Songwe, secrétaire générale adjointe des Nations Unies, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique et les Nations Unies. Madame Songwe, à vous. Good afternoon. Bon après-midi. Je voudrais commencer par remercier le Parlement italien et remercier également l'Union interparlementaire de tenir cette réunion aujourd'hui. Madame la présidente de la Chambre des députés, le président du Sénat italien et bien sûr le président de la Chambre des communes britannique, Monsieur Lindsay Hoyle, et Madame Laurence Maillard-Meignery, ma co-intervenante aujourd'hui, présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale française. Nous sommes réunis pour parler d'une question qui est très importante à mon avis, et de nombreux Africains vivent aujourd'hui les conséquences de cette question. Aujourd'hui, en moyenne, les pays dépensent entre 5 et 11% de leur PIB pour lutter contre le changement climatique. Donc au moment où nous parlons d'une politique de financement climatique, les calculs pour fonder cette finance climatique ne tiennent pas compte des ressources que dépensent les pays africains pour répondre à des événements climatiques extrêmes et au changement climatique. Et depuis l'accord de Paris, ils ont déjà dépensé entre 25 à 50 milliards de leurs propres ressources pour lutter contre le changement climatique. Donc c'est un thème particulièrement important pour l'Afrique. Et une transition inclusive, une transition énergétique inclusive, qui est l'un des gros enjeux aujourd'hui, requiert certainement une accélération, une intensification de la finance climatique pour l'Afrique. L'Afrique est aux prises avec les pressions du climat, mais ce qui est important, c'est de créer des emplois, créer également la prospérité dans ce continent. Cette conversation naturellement fusionne avec celle sur la prospérité, l'équité et la création d'emplois. Nous pensons que l'énergie est fondamentale dans ce type de débat. Et dans ce cadre de débat aussi, ce qui est important, c'est de voir comment opérer une transition climatique des sources traditionnelles que l'on utilise en Afrique, qui sont surtout basées sur l'eau d'ailleurs, vers des sources d'énergie beaucoup plus durables et renouvelables, y compris le gaz. Vous savez que si vous avez lu lundi et mardi le Financial Times, vous avez vu qu'on parle de crise, mais la bourse a monté parce que nous pensions qu'il y allait avoir une autre récession économique en Europe. Et puis ensuite, on a parlé du gaz. Le gaz en provenance de la Russie qui est revenu sur le marché et cela pourrait donc stimuler la croissance. Donc le rôle du gaz en Afrique est très important, il ne faut pas le sous-estimer. Les pays riches, États-Unis, Chine, Japon, de grosses parties de l'Asie utilisent encore le gaz comme partie fondamentale de leur transition énergétique. Mais parlant du financement vert, on accepte déjà, il est admis que le gaz ne devrait pas être financé sur le continent africain. Or, nous pensons que ce n'est pas un processus juste équitable. Nous pensons que le gaz, dans la transition en Afrique, est nécessaire. Et pas seulement en Afrique, dans le monde également. C'est donc un élément primordial de ce débat. Il y a encore des multinationales qui dépendent des milliards pour explorer le gaz dans notre continent et l'utiliser dans le monde développé. Mais il n'y a pas de prospection du gaz dans le monde en développement pour le monde en développement. Et ça, il faut en parler. Au Nigeria et dans d'autres économies africaines, la consommation d'électricité est inférieure à 200 kW par personne, moins que la consommation d'un frigo ordinaire dans un pays développé. Donc, il faut un accès universel, un accès de base à l'énergie pour créer des emplois. Nous venons d'adopter un accord de libre-échange pour l'Afrique et nous aimerions continuer l'industrialisation de notre continent. Mais pour cela, il faut une base énergétique. Et en parlant de transition, il faut se demander qu'est-ce qui fonctionne pour l'Afrique.
pour pouvoir assurer cette transition. Et rappelons-nous aussi qu'en Afrique, les populations n'ont pas investi dans l'énergie encore. Donc la première étape, ça va être justement cet investissement premier dans l'énergie. Comment le financer? L'Afrique est un entrepôt de carbone, du carbone dont nous avons besoin. Si vous regardez les bourbiers et la tourbe plutôt, les gisements de tourbe, nous avons une énorme réserve. C'est pourquoi il faut tarifier le carbone. Je suis d'accord avec ma préopinante. 1 milliard n'est pas suffisant et en plus, on n'en dispose même pas. Donc, il faut un prix, il faut un terrain de jeu égal, il faut s'écarter d'une contribution qui soit financée par les donateurs à un mécanisme de marché qui permette à ceux qui peuvent payer le prix de la pollution, de payer et que cela soit transparent. Je suis d'accord avec vous, nous avons besoin d'un système régulateur qui permet toute transparence dans les émissions et dans le piégeage du carbone. On parle d'une centaine de milliards. À mon avis, ça va même au-delà. Et on n'en dispose pas encore. Le secteur privé détient des ressources pour pouvoir payer une partie de toutes ces dépenses. Donc, je crois qu'il faut déplacer le débat. Pour l'instant, le débat que nous avons tenu ne donne pas de bons résultats en Afrique. Pour ceux qui payent le prix, 11% du PIB au Mozambique pour lutter contre le changement climatique. Et on parle des engagements de l'accord de Paris. Donc, tarifions le carbone. Mettons un prix au carbone, créons un fonds, au moins un fonds africain, peut-être même un fonds pour les marchés émergents, qui nous permettent d'utiliser ensuite ces ressources pour pouvoir construire des routes, des réseaux électrifiés et pouvoir relier les agriculteurs au marché, ne serait-ce que cela. Nous pensons qu'un mécanisme fondé sur le marché, transparent pour le financement du changement climatique est le meilleur. Nous savons que le secteur public, le secteur de l'aide internationale ne va jamais pouvoir générer les ressources en quantité suffisante et que le stimulus ne va pas venir du secteur public, mais du secteur privé. Deuxième chose, de nombreux experts du changement climatique nous disent que sur le marché, il y a 13 trillions de dollars. Nous avons vu des multinationales dont les conseils d'administration disent qu'il faut investir davantage dans le carbone. Mais si vous êtes en Amérique latine ou que vous êtes un pays africain et que vous émettez des obligations d'État, il n'y a pas grande différence entre une obligation verte et une obligation pour le secteur de la vanille, par exemple. Donc, en fait, de toutes les obligations émises dans le monde, l'Afrique ne représente que 2 milliards et l'Amérique latine 8 milliards. Parce qu'il n'y a pas encore d'encouragement, d'incitation à diffuser ces obligations vertes. La marge de manœuvre n'est pas très grande parce qu'il n'y a pas d'incitation. Je pense qu'il faut réguler ce système. Le marché est prêt à acheter ces obligations et à investir, mais sauf le secteur public. Donc l'idée, c'est de créer un cadre régulatoire, une analyse transparence qui nous permette de faire la différence entre ce qui est vert et ce qui ne l'est pas, et comment financer les obligations vertes. Et c'est ça qu'attend le monde en développement, plus de transparence dans ce processus, un terrain de jeu égal en ce qui concerne la tarification des émissions de carbone et du carbone lui-même. Dans la plupart des pays africains, on a cessé de produire du charbon, donc très bien, nous sommes très heureux et nous nous félicitons du débat japonais sur le fait qu'on ne va plus financer le charbon dans les pays en développement. Tout à fait d'accord sur cette déclaration du Japon. Mais il faut néanmoins travailler pour voir si on peut cesser le financement du charbon dans le monde et faire en sorte que les mers en Afrique centrale, par exemple, qui piègent le carbone, ne payent pas le prix de l'exploitation du charbon pour le monde développé. Donc, ce qui est important, c'est un dispositif transparent de tarification du carbone et qui soit basé sur le marché. C'est ça qui va vraiment déclencher l'étincelle nécessaire pour que l'Afrique fasse partie d'un monde
en courbe de prospérité. Merci. I will now invite J'invite maintenant les délégués à participer au débat conformément aux règles de la conférence et afin de permettre au plus grand nombre de délégués de participer. Je vous invite à limiter vos interventions à 2 minutes. On m'a déjà donné une liste de délégués, de chefs de délégation qui souhaitent prendre la parole aujourd'hui. Donc, je vais indiquer le nom du pays du délégué qui souhaite intervenir. Donc, je vais sonner la cloche au bout de 2 minutes. Je vous invite à respecter le temps qui vous est imparti. Ne soyez pas égoïste, respectez ce temps qui vous est imparti. Second vice-président du Sénat du Burundi, à vous la parole. Au nom du pays, le Burundi, je salue d'abord les organisateurs de cette conférence. Le Burundi, comme beaucoup d'autres pays, a déjà entamé la mise en œuvre de l'accord de Paris depuis janvier 2016 et a actualisé sa contribution déterminée à l'échelle. Le Burundi, comme beaucoup d'autres pays, a déjà entamé la mise en œuvre de l'accord de Paris depuis janvier 2016 et a actualisé sa contribution déterminée à l'échelle nationale au document d'engagement dans la tentative de réponse à l'arrêt de réchauffement planétaire à 2 degrés Celsius avec une révision à 1,5. Pour arriver à ce pari, 2 contraintes majeures doivent d'abord trouver solution. Il s'agit de la contrainte de financement des projets en faveur de l'atténuation de l'adaptation au changement climatique, ainsi que la pression de la démographie sur les ressources naturelles. Le secteur financier privé doit aider les entreprises à transformer leur modèle économique, aligner ses investissements avec l'objectif de neutralité carbone et publier ses progrès en ce sens. Les propriétaires et gestionnaires d'actifs doivent décarboner leur portefeuille. Les institutions financières internationales et les banques de développement national doivent mobiliser les fonds et investissements privés pour les pays en développement. Et les pays développés doivent tenir leur engagement de rassembler chaque année 100 milliards de dollars pour les pays en développement à partir de 2020. Notre objectif collectif doit être d'aller encore plus loin et dépasser ces 100 milliards par an en 2021 et de revoir à la hausse les financements publics internationaux. Ensuite, je vous remercie. Merci beaucoup. Nous passons aux membres de la Chambre des députés d'Argentine. À vous. Aujourd'hui, nous nous réunissons, nous nous félicitons de cette réunion internationale. Nous partageons les défis transversaux. Aujourd'hui, nous souhaitons apporter notre vision du Sud, notre vision de l'Amérique latine tout en particulier. Nous ne pouvons pas parler de crise climatique sans parler d'inégalité, sans parler d'exploitation et sans parler de concentration des richesses. C'est pourquoi nous nous demandons si nous sommes bien toutes et tous ici aujourd'hui décidés à relever ce défi, à nous engager vis-à-vis de la déclaration, mais également dans les faits, parce que nous devons dire que la crise climatique est la source de nouvelles inégalités. Donc, on doit vraiment passer à la mise en œuvre, fournir des ressources aux pays en voie de développement. Donc, il ne s'agit pas de parler de dons, mais de mieux construire donc des enclaves de justice sociale, c'est-à-dire de mettre en place un processus de transition juste politiquement où l'on peut financer les actions promises dans nos pays en intégrant des propositions dont nous avons également
Donc, nous avons puisé dans nos ressources naturelles. Donc, il faut bien respecter et comprendre qu'il y a des responsabilités communes mais différenciées. Le problème, c'est les inégalités, la pauvreté. Donc, il faut mettre en place un environnementaliste populaire, global, populaire, qui intègre les gens pour construire un monde meilleur, plus juste. Il faut s'intégrer dans le bien-vivre et pour cela, il faut collectivement agir. Si la lutte contre la pauvreté et les inégalités constitue un impératif éthique, c'est aujourd'hui un impératif pour la durabilité. Point d'ordre. Très. Nous passons maintenant aux membres de la Chambre des représentants de Chypre. Chypre. Chers collègues, la réponse de la science et des technologies en cours de la pandémie de Covid-19 et la question des vaccins donc constitue un exemple positif de ce que l'on doit faire pour le développement de technologies à bas carbone. En plus, la réponse politique des gouvernements vis-à-vis de la crise de la Covid-19 a montré que les grandes économies sont en mesure d'une action radicale quand leur bien-être de leurs citoyens est en danger. Pour donc se libérer des combustibles et des incitations et pour décarboner radicalement nos économies, il est essentiel d'investir massivement dans les 20 prochaines années. C'est nécessaire. Le passage au renouvelable, de nouveaux réseaux efficaces électriques, la mobilité bas carbone, l'efficacité énergétique constituent une opportunité d'investissement, mais également un fort potentiel pour la croissance et la création d'emplois. Les gouvernements peuvent fournir les infrastructures pour appuyer le déploiement de technologies à bas carbone en réponse à la fixation d'un prix du carbone. Dans le même temps, les politiques concernant les secteurs financiers comme la taxation verte ou d'autres mesures peuvent encourager l'investissement privé dans les projets durables. Le changement climatique est un défi mondial qui nécessite une action urgente mondiale. Nous savons ce qu'il faut faire et nous devons agir maintenant. Nous attendons la COP26. Nous devons être prêts à aller de l'avant ensemble de façon décisive pour construire un avenir plus durable, pour préserver notre planète, pour l'avenir des générations à venir. Je rappelle à tous les membres donc de porter un masque au moment de s'exprimer. Voilà, il faut respecter ces règles. Très bien. Nous passons au président du comité sur le changement climatique du Sénat du Pakistan. À vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à l'Union internationale parlementaire d'avoir organisé cette réunion. Nous avons peu de temps, les inégalités mondiales, les défis de gouvernance semblent être des questions difficiles à régler. Dans un avenir proche, la pandémie de Covid-19, mesdames et messieurs, nous enseigne deux leçons importantes. Les niveaux actuels d'inégalité et le changement climatique, son atténuation, son adaptation ne sont pas durables. On s'éloigne de ces objectifs et nous n'avons pas répondu. Deuxième question importante que nous enseigne la Covid. Aucun pays n'est une île, qu'il s'agisse de la biodiversité, du déclin, de la baisse en biodiversité. Donc, en ce qui concerne les bactéries ou le changement climatique, il n'existe pas de frontières. Si un pays souffre, eh bien, le stress climatique, au bout du compte, touchera tout le monde. Que fait le Pakistan? Le Pakistan est contribue à 1% des émissions mondiales. Et nous sommes le 5e pays le plus vulnérable vis-à-vis du changement climatique, notamment en termes de qualité de l'air. Mais nous n'avons pas accès aux fonds climatiques. Nous cherchons des
inversions de dette, des financements verts. Je suis tout à fait d'accord avec l'intervenante africaine qui a dit que les investissements privés sont essentiels. Il faut accorder un prix au carbone. Qu'avons-nous fait? Eh bien, nous avons juste lancé avec des capitaux privés le plus grand projet de reforestation de la mangrove au monde grâce à des fonds privés. Voilà, c'est un projet fait en partenariat avec une des provinces du Pakistan. Le gouvernement du Pakistan met l'accent pour aller de l'avant vers la neutralité carbone. Très bien, nous passons maintenant à la République centrafricaine, membre de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine. Muy buenas tardes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, chers collègues parlementaires, la République centrafricaine envisage de devenir un pays émergent d'ici 2030, bâti sur une économie diversifiée, durable et harmonieusement répartie sur le territoire national, un État moderne, ouvert sur le monde, attaché à une éthique et à l'innovation technologique. Avec un caractère ambitieux et équitable, la RCA fait partie des pays les plus pauvres du monde et en tant que pays partie non annexe 1 de la CENUC, elle n'a pas d'obligation d'atténuation. Néanmoins, elle entend participer aux efforts de la communauté internationale et ainsi montrer l'exemple. Malgré la nécessité de développer fortement son économie, elle souhaite limiter ses émissions par habitant à 20 tonnes de CO2 en 2030 et 12 tonnes en 2050. À cet effet, la représentation nationale a un rôle capital à jouer dans le processus de l'amélioration des cadres législatifs et réglementaires, intégrant l'ajustement des politiques et stratégies nationales. Chers collègues parlementaires, nous devons passer à l'action tout en invitant les pays développés à quitter le stade de discours pour les actions pratiques permettant aux pays les moins avancés et aux pays sous-développés d'accéder au financement climatique recommandé dans l'accord de Paris. Chers collègues parlementaires, je terminerai mes propos tout en sollicitant votre soutien pour une diplomatie parlementaire efficace et agissante afin que l'embargo sur les armes en Centrafrique maintenu par le Conseil de sécurité et qui pèse sur les forces armées centrafricaines soit totalement levé, car on ne peut jamais combattre les changements climatiques dans un pays où les rebelles sévissent en grande pompe en face des forces de défense et de sécurité intérieure. L'environnement, c'est la santé, la sécurité, la paix et le développement. Je vous remercie. Très bien. Nous donnons maintenant la parole à l'Assemblée nationale de Slovénie. Chers collègues, nous avons beaucoup parlé de l'environnement l'année passée, mais également du manque de résultats pour la Slovénie. Un pays vert, c'est essentiel. Il est essentiel de passer des mots aux actes. Au nom de la présidence slovène du Conseil européen, nous accordons une grande importance à la COP26 et à cette réunion de parlementaires. Nous aimerions souligner l'importance du message des jeunes. Il est très clair. Nous devons les écouter et nous devons travailler. Cette question, la question de l'environnement, qui concerne la vie, est importante hier, elle est importante aujourd'hui, elle le sera à l'avenir. Nous devons agir maintenant, nous devons mettre en place des politiques et des actions pour notre air, nos océans, notre planète, parce que nous n'avons que cette planète et nous sommes à un tournant. Nous pouvons garder cette trajectoire et détruire l'environnement ou bien aider notre planète à se régénérer. Ces actions ne seront pas faciles à prendre. Il faudra faire des choses que nous n'aimerons pas tous parce que ces actions auront un impact sur notre mode de vie, mais ces actions sont nécessaires. Chaque pays doit faire ce qui lui revient pour allouer les fonds, notamment les grands pollueurs,
Mais sans collaboration entre les pays, nous ne réussirons pas. Nous devons comprendre que les changements n'auront pas lieu du jour au lendemain, mais nous devons commencer le plus tôt possible, même si nous avons déjà 20 ans de retard. Bon, nous devons cesser de répéter les mêmes erreurs. Je souhaite à la planète le meilleur. Merci beaucoup de votre attention. Très bien. Membre de la Chambre des Lords du Royaume-Uni. Chers délégués, il y a une cantine chantée par les enfants au Royaume-Uni qui dit « Bâtons et pierres peuvent me casser les os, mais les mots ne me blesseront jamais. » La vérité sort de la bouche des enfants. Les jeunes ont raison. Les mots seuls ne régleront pas les problèmes de notre planète. Donc le volet finance sur le site internet de la COP26 me remplit de colère. Des phrases comme « l'un des éléments essentiels de la première phase de l'équipe spéciale est de développer, de lancer des projets pilotes quant à une nouvelle approche pour la finance climatique dans 5 pays pilotes ». Rome n'a pas été construite en un jour, mais cette déclaration ne transmet pas du tout le désespoir des pays les moins avancés. Il faut comparer cela aux milliers de milliards de dollars investis dans les nouvelles infrastructures sur les carburants fossiles. C'est obscène. Nous devons maintenir les carburants fossiles dans le sol. Libérer davantage de carbone dans notre atmosphère nous discrédite en tant que gardiens de cette magnifique planète. Mais oui, si on l'utilise sagement, l'argent peut déplacer des montagnes. Et les montagnes qui doivent être déplacées, ce sont la volonté politique. Mon message aux dirigeants des pays riches est très simple. Utilisez vos pouvoirs politiques et réglementaires pour faire 2 choses. Tout d'abord, mettre un terme aux subventions et garantir que les décisions financières en termes d'investissement dans les carburants fossiles respectent tout à fait le risque d'actifs épaves. Deuxièmement, faites ce qui est moralement juste et apportez des réparations aux nations qui ont souffert à cause des profits que vous avez dégagés en brûlant des combustibles fossiles. Si la politique, c'est l'art du possible, eh bien, vous devez remettre une planète viable aux générations futures. Merci. Très bien. Nous passons maintenant aux membres du Conseil de transition nationale du Mali. Le Mali, à vous la parole. Oh dear. If not, we'll go to the member of the committee. Très bien. Nous passons au comité du membre du comité sur l'environnement du Sénat italien, si le Mali n'est pas là. Merci. Les mécanismes permettant d'évaluer la durabilité des dépenses de l'Union européenne doivent respecter pleinement les bonnes pratiques, en termes de finances durables, en faisant référence à l'application du principe ne pas causer de préjudice important et en respectant les critères environnementaux et sociaux qui s'appuient sur des bases scientifiques comme ceux qui ont été développés pour la taxonomie de l'Union européenne. Nous avons constaté que cela n'est pas réclamé de façon uniforme et contraignante vis-à-vis de toutes les activités qui reçoivent des financements de l'Union européenne. On ne leur demande pas nécessairement d'appliquer ce principe de ne pas causer de préjudice important. La Commission doit appliquer ce principe de ne pas causer de préjudice important à l'ensemble du budget de l'Union européenne et inclure dans la proposition de règlement financier réviser le principe, ce même principe, ne pas causer de préjudice important à cette proposition de règlement financier. Intégrer les critères de la taxonomie de l'Union européenne à mesure que ces critères sont disponibles dans la méthodologie de l'Union européenne pour le suivi des actions réalisées pour le climat. Merci. We now go. Très bien. Membre de l'Assemblée nationale de Turquie. Merci, Monsieur le Président.
La pandémie de la Covid nous a fait réaliser que nous sommes interconnectés, interdépendants. Nous avons réalisé que l'on ne peut pas vivre bien tant tout le monde ne vivra pas bien. Il en va de même pour l'environnement. Et en tant que membre de l'Assemblée nationale de Turquie, nous avons ratifié l'accord de Paris il y a 2 jours. Je n'ai pas pu voter parce que j'étais ici, mais nous avons également un objectif sur le long terme, arriver à un objectif de émission zéro d'ici 2032. Donc il est essentiel de mettre en place une croissance plus verte et résilience vis-à-vis des risques et des défis mondiaux. Nous devons nous attaquer à la question du changement climatique, c'est urgent, mais nous devons également le faire de façon solidaire et en garantissant que aucune personne n'est laissée de côté. Nous devons également partager le fardeau ensemble. Pays développés et en développement, ensemble, nous devons nous aider les uns les autres. Au cours de la dernière Assemblée générale des Nations unies, le président Erdogan a dit que ceux qui ont causé le plus de dégâts sur la nature, l'atmosphère, notre terre, nos sols, ceux qui ont exploité les ressources naturelles doivent également apporter la plus grande contribution dans la lutte contre le changement climatique. On peut faire tout cela ensemble pour avoir un monde plus juste. C'est possible, mais pour cela, nous devons tous jouer notre rôle. Nous avons des responsabilités. Ce monde existera encore après notre disparition et nous le devons aux générations futures. Merci. Nous donnons maintenant la parole au président de la Commission des ressources naturelles de la Chambre des députés d'Argentine. Merci, Monsieur le Président, de cette invitation. Nous sommes d'accord sur le fait que le réchauffement mondial est le résultat d'un modèle de production et que tous les pays n'en portent pas la même responsabilité. On a dit que les pays membres du G20 sont responsables de plus de 80% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ce sont des responsabilités communes, mais différenciées. Et certainement, la crise du Covid a exacerbé les inégalités dues à ce modèle économique. Le défi devant nous est énorme. La crise écologique nous oblige à penser à la transition. Et si nous sommes responsables tous, alors il faut une transition juste et équitable pour un monde meilleur. Et il faudra parler de la dette écologique du Nord à l'égard du Sud. En Amérique latine et dans mon pays, nous avons beaucoup travaillé sur cela. Il faut donc une sorte de chambre de compensation au sein de nos sociétés et dans le monde entier. Nous avons agressé l'environnement et pour remédier à cela, nous avons besoin de ressources, de technologies et de responsabilités. Nous avons fait des propositions de finances climatiques, nous avons impliqué les organisations internationales, nous avons parlé de destiner une partie des ressources internationales à l'action climatique, pas seulement pour la lutte, mais également pour l'adaptation. Et François nous disait, pour prendre soin de la maison commune, il faut de la solidarité, une justice climatique et une justice sociale, les deux facettes d'une même médaille. Et nous n'avons plus le temps, nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre. Merci. Je donne maintenant la parole aux membres du Sénat pour l'Irlande. Merci, je suis très honorée d'être là aujourd'hui. Je viens d'une petite nation insulaire, comme vous le savez, à l'ouest de l'Europe. Et dans notre position, vous pensez que nous pourrions être vraiment sur la ligne de front de l'action climatique. C'est ce que nous essayons de faire. Mais nous sommes un climat tempéré, donc nous avons fait preuve d'une certaine autosatisfaction. Mais
en écoutant les orateurs hier et aujourd'hui, il est clair qu'il faut certainement rétablir la confiance en ce qui concerne la gestion de ce problème entre les pays développés et en développement. Parce qu'on entend les mêmes discours répétés à l'envi, il y a un manque d'engagement en ce qui concerne le fonds vert et il ne fonctionne pas. Et nous disons, ben, finalement, nous avons beaucoup fait pour la planète, nous avons beaucoup fait contre le coronavirus. Mais finalement, il nous manque encore cette prise de conscience que si nous n'accélérons pas les choses, nous n'arriverons pas à réaliser notre but. Et nous sommes tous dans le même bateau. J'aimerais que nous quittions cette salle aujourd'hui avec la conviction que le problème va être réglé demain et que tous les pays sont vraiment dans le même bateau et ont la volonté de prendre des engagements réels et qu'on a tiré les leçons du coronavirus. Voilà, c'est ce que je souhaite pour la fin de cette réunion. Merci. Je donne la parole à la République dominicaine, membre de la Chambre des députés. Vous avez la parole. Bon après-midi, chers collègues. La récupération verte est la responsabilité de tous les pays du monde, ainsi que des grands pays développés. Il faut soutenir ceux qui ont mis en œuvre une politique préventive pour le soin des écosystèmes. De nombreux pays qui sont en développement à l'heure actuelle. Il faut donc mettre en œuvre un plan durable de technologie verte et d'éducation à l'écologie dès la première enfance. Toute action commence par un tout petit pas. Et je suis convaincue que l'une des mesures primordiales pour sauver notre écosystème, c'est l'investissement dans l'éducation. Mais pas seulement dans les problèmes qui nous intéressent aujourd'hui et que nous vivons au premier chef, mais également par des actions de chaque jour qui nous permettront de limiter l'impact de la pollution des eaux potables, de la mer, des océans, car si les pays n'ont pas une éducation de base, ne prévoient pas cette éducation de base, il sera difficile d'avoir des politiques durables en matière d'écosystème. Et cela touchera particulièrement les pays qui ne peuvent pas assurer le développement de leur population. Merci. Je donne la parole aux membres du Sénat italien. Ce dont nous avons besoin, c'est un nouveau modèle économique que j'appellerais également écologique. Une écologie qui doit être, pardonnez-moi, une écologie qui doit être donc équitable et solidaire, parce que la crise que nous vivons aujourd'hui n'est pas seulement une crise climatique, c'est une crise structurelle et nous nous retrouvons confrontés à des problèmes sociaux, économiques, sanitaires, financiers. Et l'écologie dont nous parlons doit être gérée et gouvernée, disciplinée, tout comme le marché, parce que la pandémie a posé un grave problème. Elle nous a fait comprendre que le modèle économique que nous avons utilisé jusqu'à présent ne fonctionne pas. Et à la base du modèle économique et écologique, il y a la notion de durabilité environnementale. Nous devons protéger notre patrimoine environnemental, bien gérer nos ressources qui sont limitées, ralentir l'entropie du système, atténuer le changement climatique, nous adapter aussi à ce qui s'est déjà produit, donc lorsque le mal est déjà fait. Et puis, intensifier l'emploi décent avec la diminution des heures de travail. Et puis, un emploi et un travail qui soit utile, un emploi vert et qui prévoit l'inclusion sociale.
Et je me demande la chose suivante. Très bien, la finance publique et aussi privée, mais comment comprendre ou positionner ces dispositifs? Je me pose la question parce que dans bien des plans de redressement, il n'y a pas de modèle macroéconomique innovant du point de vue de la composante écologique. Donc, variables environnementales associées à des variables économiques par rapport au PIB, etc. Il faut donc changer de méthode et avoir une vision nouvelle. Merci. Je donne la parole au président de la Commission de l'environnement du Sénat mexicain. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi à tous. L'un des grands défis qui nous attendent à la COP26 sera le renforcement des mécanismes de participation, de transparence, d'obligations réditionnelles et d'accès aux informations en matière financière. Ces dernières années, on a assisté aux graves effets du changement climatique dans le monde, sécheresse, inondations, phénomènes météorologiques extrêmes et insécurité alimentaire. Et face à cela, il faut que toutes les parties de l'accord de Paris puissent assurer que les flux financiers parviennent aux pays les plus vulnérables, ceux qui souffrent le plus des conséquences des émissions de gaz à effet de serre et qui sont ceux qui contribuent le moins au réchauffement de la planète. À l'heure actuelle, 85% des ressources sont destinées à l'atténuation. Or, il est indispensable que l'on parle également d'adaptation. Il faut renforcer les capacités des pays en matière de résilience, car la vie de millions de personnes en dépend. J'invite les pays développés à diriger leurs ressources vers les énergies renouvelables, à financer des projets dans le secteur énergétique pour créer une économie d'énergie. Au Mexique et ailleurs, nous avons créé des instruments juridiques tels que le marché ou la bourse de carbone pour limiter les émissions et pour nous doter de ressources afin de lutter contre le changement climatique. Nous allons également prévoir des mesures d'incitation pour une plus grande participation, un plus grand engagement, renforcer les capacités de direction et fournir une formation. Nous voulons inviter les pays à intensifier leurs efforts pour mobiliser des financements en faveur de l'environnement à travers des programmes qui incitent à la reforestation et qui évitent surtout le déboisement. Merci. Je donne la parole maintenant aux membres du Parlement arabe. Arabie saoudite. Thank you, President. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les délégués, chers collègues. Je vais m'exprimer en arabe. Je voudrais commencer par citer Sa Majesté Salman Singh, à savoir que nous devons comprendre comment assumer nos responsabilités dans le monde pour combattre le changement climatique. Nous visons à assurer la stabilité sur le marché du pétrole et du gaz et nous mènerons le processus de relance verte. Fin de citation. L'une des initiatives les plus importantes que nous avons, c'est le Fonds vert de l'Arabie saoudite et du Proche-Orient. C'est une initiative qui reflète notre orientation vers la sauvegarde de la terre et de la nature. Cette initiative a pour but d'augmenter le couvert forestier, de réduire les émissions de carbone pour combattre la pollution. Et cela sera aussi une façon de produire de l'énergie propre. Nous comprenons la responsabilité de lutter contre le changement climatique et nous jouons ce rôle et nous vivons cette responsabilité en mettant en place des législations conformes aux accords internationaux et aux instruments internationaux. Nous reconnaissons que la crise climatique est une crise sans frontières et qu'un seul pays, une seule partie ne pourra jamais s'y atteler seul et que cela demande des efforts collectifs. Merci. Je donne maintenant la parole aux membres de l'Assemblée nationale française.
Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je crois que nous abordons ici un point fondamental de la négociation qui a bien été développée par nos keynote speakers. C'est le devoir de solidarité face aux conséquences du changement climatique. On voit bien aujourd'hui que plus personne n'est épargné. On l'a vu dramatiquement en Europe, on le voit en Australie. Mais il n'empêche que ce sont d'abord les pays pauvres, les pays en développement, qui subissent le plus les conséquences du réchauffement climatique. Un réchauffement climatique dont sont responsables les émissions de gaz à effet de serre. Or, on le voit aujourd'hui, 80% de ces émissions proviennent des pays du G20. Ça nous oblige évidemment à un devoir de solidarité fondamentale parce qu'on est face à ce paradoxe. Les pays en développement, en particulier les plus pauvres, ont peu de ressources financières et doivent financer de coûteuses politiques d'adaptation face à ce réchauffement climatique et de coûteuses politiques d'atténuation. Nous devons donc évidemment aller plus loin. Nous avons ce devoir de solidarité parce que nous, pays riches, pendant 150 ans, nous avons eu un développement industriel qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes responsables de 80% des émissions. Donc nous devons donc évidemment augmenter notre solidarité internationale. Je crois que c'est un point essentiel évidemment de cette réunion de Glasgow. Il y a ce paradoxe fondamental. Peu de ressources, des politiques coûteuses et puis la responsabilité des riches. Donc à Glasgow, il nous faudra évidemment un calendrier et des montants précis, en particulier pour le Fonds vert, mais au-delà pour différentes politiques évidemment de solidarité vers les pays en développement. Je vous remercie. We now come to the... Nous en venons maintenant au premier vice-président de l'Assemblée nationale du Congo. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs qui nous donnent l'opportunité de nous exprimer sur une question essentielle. La République du Congo fait partie de ce qu'il est convenu d'appeler le bassin du Congo, avec 6 autres pays de la sous-région. Et nous savons tous que le bassin du Congo est le deuxième poumon écologique du monde, avec ses importantes réserves de carbone, sa diversité des écosystèmes. À vrai dire, le bassin du Congo est le cœur de la biodiversité, avec ses 530 millions d'hectares répartis dans 6 pays. Ce bassin abrite environ 70% du couvert forestier du continent et aussi 1/5 de toutes les espèces vivantes sur la planète. C'est justement pour préserver ce vaste ensemble écologique des risques d'une exploitation sauvage que 16 pays réunis sous la nomenclature de pays membres de la Commission Comité Climat du bassin du Congo ont pensé judicieux de proposer la création d'un fonds destiné à la riposte contre le changement climatique nommé Fonds bleu pour le bassin du Congo. Cet outil de financement pensé et porté par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, en intelligence avec ses pairs de la sous-région, comporte 254 projets de développement durable pour une valeur de 8 milliards d'euros. Ces projets sont d'un intérêt capital pour la préservation des forêts du bassin du Congo avec son massif écologique. Nous venons donc ici pour dire que, prélude à la tenue de la COP 26, nous devons donc prendre conscience du danger qui pèse sur l'humanité afin que nous passions de la parole à l'acte pour le financement de ces différents projets salvateurs pour l'avenir de notre planète. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole au président de l'Assemblée nationale d'Afrique du Sud. Merci, Mesdames, Messieurs. Nous savons que l'engagement des pays à l'accord de Paris se traduit par les contributions déterminées au plan national. Alors, à propos justement de ces contributions déterminées au niveau national, l'objectif de 2020 pour l'Afrique du Sud est cohérent avec la part qui nous revient et représente également une ambition plus élevée que l'actuelle contribution
et représentera également une diminution des émissions de gaz à effet de serre de 18% par rapport à la précédente. Donc, nous allons émettre 28% de moins que ce que nous avions prévu dans notre première CDN il y a 5 ans. C'est quand même un progrès important. Mais nous croyons également dans une transition juste et pour réaliser les objectifs de l'accord de Paris, il faudra un soutien considérable. Et ce soutien doit pouvoir être obtenu grâce à la finance, mais aussi la technologie et le renforcement des capacités. Personne ne doit être laissé pour compte durant cette transition. Et dans le cadre de cette transition, l'un des présentateurs l'a dit, se trouve la question de savoir quel sera le rôle du gaz, puisqu'on va abandonner le charbon. On ne peut pas avoir une cassure nette. Et c'est ça l'engagement que nous prenons et nous comptons sur les institutions financières, techniques, internationales pour nous y aider. Merci. Nous passons maintenant la parole au Sénat du Pakistan. Merci. Le Pakistan a déployé de grands efforts dans la lutte contre le changement climatique. Nous sommes le seul pays au monde à atteindre le défi de Bonn. La cible était la suivante: restaurer plus de 350 000 hectares de terre en forêt. Le Pakistan a restauré près de 600 000 hectares de forêt. Nous avons planté plus d'1 milliard d'arbres dans la province de Képi et aujourd'hui, nous nous sommes engagés à planter 10 milliards d'arbres dans l'ensemble du pays dans les 3 prochaines années. Sur ces 10 milliards d'arbres, on en a déjà planté 1 milliard dans l'ensemble du pays. Le Pakistan a également atteint le cible climat des Nations Unies, ODD 13. 10 ans avant la date butoir, la contribution du Pakistan à la lutte contre le changement climatique sont remarquables sous la houlette de notre Premier ministre Ham. Nous avons adopté différentes initiatives comme le projet 10 milliards d'arbres, un Pakistan vert et propre, l'indice Pakistan propre, initiative zone protégée, électrification des transports et également écosystème, fonds de restauration des écosystèmes. Le Pakistan contribue à moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Cependant, nous faisons toujours partie des 10 premiers pays concernés par l'impact du changement climatique. Les pays développés doivent aider les pays en développement. Merci. Très bien, je voudrais redonner la parole à nos orateurs principaux en conclusion. Souhaitez-vous reprendre la parole, mesdames? Madame? Très bien. Je tiens à dire que les parlementaires ont un rôle clé à jouer dans la réalisation des objectifs de l'objectif Paris pour garantir les financements sur les ressources, pour appuyer l'action climatique. Donc des plans nationaux pour les plus vulnérables sont nécessaires. En plus de leurs responsabilités en termes de traduction d'accords internationaux en législation nationale et de suivi de mise en œuvre, les parlementaires sont en charge de l'adoption des budgets nationaux et des dépenses qui soient conformes aux engagements internationaux. Comme l'a dit notre orateur principal, nous sommes en situation de crise. Donc, les parlementaires du monde sont clés. Cela a été dit, les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité, ils ne vont la nécessité que dans la crise. Voilà, la crise nous réunit. Comme nous le savons, voilà, nous devons agir
Nous sommes unis. Et quand nous reviendrons chacun dans nos pays, nous devons rester solidaires et rappeler aux gens les mots, c'est bien, mais les actions, c'est mieux. Chaque pays doit jouer son rôle. Inutile. Peu importe si un pays a une idée, les connaissances, c'est le pouvoir. Nous devons les partager. Nous n'avons qu'une seule chance. La sécurité alimentaire est essentielle. Nous devons nourrir les gens, mais de façon durable. L'énergie, la crise énergétique, la crise hydrique, nous devons travailler ensemble, que les gens soient alimentés, qu'ils aient chaud et qu'ils aient le droit à l'eau propre. Nous devons faire en sorte d'avoir une planète durable. Voilà, nous avons une chance pour sauver la planète, le monde tel que nous le connaissons. Chers collègues, s'il vous plaît, nous devons saisir ces beaux mots, les ramener chez nous et agir. Nous touchons à la fin de cette session. Très encourageant. Je me félicite de l'avoir présidée. La prochaine séance va commencer bien vite. Donc, voilà, nous allons avoir une petite pause café, mais restons ensemble unis. Merci beaucoup. Right, do you want to take the floor, sir?